Il est 9h10, débat de haute volée en perspective ce matin, Louis Dauphren, puisque vous avez deux philosophes avec vous. Et oui, pour corriger les copies du bac. D'ailleurs, ils vont nous renseigner sur la manière dont on corrige une copie du bac. Parce que ça, je suis c'est pas une bonne sûr. question, parce que moi, j'avais pas une bonne note et ça, j'en garde mauvais souvenir. Mais peut-être que si Laurent Payet-Chevalier vous avez corrigé, ou Julien Auriac, peut-être auriez-vous brillé. Sachez d'ailleurs que nous avons un alternant qui a eu 20 à sa copie de philosophie au bac. Ah oui, il a fait sensation hier à la alors conférence de rédaction. Et je m'en vais le retrouver. Je vous souhaite, Louis, une très belle émission demain matin. Léopold, on peut le Léopold, dire, on peut le féliciter parce qu'il est super, Léopold. À partir de 6h30 demain, c'est Simon Tatro qui est super aussi et qui a peut-être eu 20 en bac philo que vous retrouverez donc pour la matinale du week-end. Merci Pierre Huguet, donc à lundi matin. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Allez, on va prendre la plume et puis peut-être transpirer un petit peu sur sa copie, vider un peu son cerveau et ses idées avant d'écrire et surtout de vulgariser, d'expliquer, parce qu'évidemment, nos deux débatteurs aujourd'hui savent rendre accessible une pensée complexe avec un certain nombre de sujets qui sont ceux qui ont été donnés à ceux qui ont passé le bac. Avons-nous besoin d'œuvres d'art? Notre avenir dépend-il de la technique? La vérité est-elle toujours convaincante? Et puis on fera peut-être, si on a le temps, ça dépend un petit peu de leur réflexion, une incursion du côté de la guerre juste. Est-ce qu'elle doit être repensée? Non pas que le sujet ait été donné, mais on s'est dit qu'aujourd'hui, dans le climat où nous vivions, ça pouvait être intéressant d'explorer cet aspect-là. Et donc Julien Auriac, professeur de philosophie qui enseigne chez les Maristes à Mézieux, en région lyonnaise, créateur du podcast Pentobarbital dédié aux enjeux éthiques. Bonjour Julien Auriac. Bonjour Louis Dauphren. Laurent Payet-Chevalier, diplômé en lettres modernes, en théologie et en philosophie, spécialiste de philosophie politique également, et qui enseigne à Notre-Dame de Grandchamp à Versailles. Bonjour Laurent Payet-Chevalier. Bonjour. Alors dites-nous d'abord peut-être, avant d'aborder les sujets, Julien Auriac et Laurent Payet-Chevalier, comment on corrige une copie de philosophie? En vertu de quels critères, Julien? Ce qui fait consensus avec tous les professeurs de philosophie, c'est la nécessité de problématiser. Ce qui fait moins consensus, c'est la nécessité d'avoir des références philosophiques, mais en réalité, elle est un petit peu sous-entendue, puisque plus on a une culture philosophique variée, plus il est facile de trouver la question centrale qui se cache derrière le sujet. Évidemment, l'orthographe dans notre académie n'est pas censé être corrigé, et en fait, inconsciemment, on enlève tous des points à des copies qui sont très salement orthographiées. Mais là, il n'y a pas de consigne particulière là-dessus. Il y a plutôt la consigne d'éviter, mais on ne répond pas de notre inconscient. D'accord. Il vous est arrivé d'en retirer, même inconsciemment? Ah oui. Mais inconsciemment, donc je ne saurais pas vous dire exactement. Un point, 2 points. En fait, précisément, c'est pour ça que j'utilise ce mot inconsciemment. C'est que je ne sais pas exactement combien de points ça représente, mais en fait, il est clair que ça donne une très mauvaise image de la copie. Puis en réalité, en fait, c'est pas tant l'orthographe qui pose problème que les problèmes que une mauvaise orthographe pose à la pensée, qui elle est parfaitement notée, et en fait, une mauvaise maîtrise de la langue est une mauvaise maîtrise de la pensée, puisque, comme le disait Merleau-Ponty, c'est dans les mots que nous pensons. On ne peut pas séparer le langage de la pensée, puisque en grec, ces deux choses-là ont un même mot qui est le logos, tout à la fois la parole et la pensée. Donc l'orthographe fait partie d'une sorte de parole écrite, et donc quand on note l'orthographe, on note la pensée. En fait. Alors sur ce point, Laurent Payet-Chevalier, la copie de philo n'est pas une copie de français, c'est ce que vous estimez? Non, pas tout à fait. Et en même temps, il faut toujours remercier le travail éminent de nos collègues de français. Sans eux, que pourrions-nous faire, finalement? J'ajouterais sur ce que dit mon collègue, très brillant, la problématique, bien évidemment, mais aussi travailler le sujet. Je dis toujours un peu de manière drôle la grammaticalité du sujet, pour faire un petit néologisme, mais la manière dont c'est écrit. Vous savez, ce qui est important, c'est pas tant ce qu'on nous dit, mais la manière de le dire. On peut dire à quelqu'un « je t'aime » d'une milliard de manières. On peut dire à quelqu'un « je te déteste » de plusieurs manières. La même idée peut être évoquée de façon différente. La vraie question, c'est pourquoi est-ce que c'est évoqué ainsi et qu'est-ce que ça cache finalement? Donc ça, c'est votre critère numéro 1, vous, pour l'évaluation d'une copie? Je crois que c'est le critère numéro 1 de l'acte même de penser, définir les mots du sujet, ce qu'ils signifient, ce qu'ils impliquent, et pour pouvoir problématiser, comme dit notre ami Nicolas de Cuse, un vieux philosophe du Moyen-Âge, faire des coïncidences des contraires. Donc ces contraires, il faut les faire apparaître. Je ne les sors pas de mon chapeau, je les sors du sujet, parce que j'interprète les mots du sujet, je leur donne un sens, et bien sûr, je les définis. Alors, est-ce qu'il y a des barèmes, des points, des grilles qui permettent de se repérer dans une copie de philosophie qui soit intangible? Parce que ce n'est pas forcément une science dure comme les mathématiques,
Donc une science humaine, une science de la pensée. Comment ça s'évalue, Julien Aurillac? En fait, ce qu'il y a de beau, c'est que, alors, il y a des critères qui nous sont donnés, qui sont à titre indicatif, mais moi, ça fait 6 ans que j'enseigne. La première année, j'étais un peu déboussolé quand il s'agissait de noter mes propres élèves, effectivement, puisque j'avais une espèce de caractéristiques abstraites, voilà. Et en fait, chaque année, on fait une réunion d'harmonisation avec les autres profs de philo, et ce qui fait que petit à petit, on discute de manière vivante et non écrite. En fait, c'est une tradition orale des critères qui font la juste note. Et c'est-à-dire que très concrètement, on va corriger à 60 la même copie et on va faire des votes à main levée, qui met 9, qui met 8, qui met 11, qui met 12, qui met plus. Et ceux qui sont dans des écarts extrêmes vont être amenés à prendre la parole et expliquer pourquoi ils ont choisi ces écarts extrêmes non représentatifs d'une forme de norme. Et en fait, petit à petit, comme ça, avec l'expérience, on se calibre les uns les autres. Et c'est pour ça qu'on est un corps de professeurs en réalité. Une copie est corrigée plusieurs fois? Alors, on a ce qu'on appelle les copies tests, qui sont là, il y en avait 9, 3 copies par sujet en terminale générale pour mon cas. Et donc, mercredi matin, on s'est réunis pour... on avait tous corrigé ces copies tests. Donc, elles ont été corrigées 60 fois, ce copie test. Et puis, finalement, en fait, elles vont être remises... Et l'amplitude des notes? Et l'amplitude des notes, en fait, il faut imaginer une courbe de Gauss, une courbe en cloche. Donc, par exemple, avec 13 qui est au milieu, et les extrêmes de cette courbe vont être à 9 et à je sais pas moi, 15 ou 16. Et puis, oui, en quand fait, même. oui, mais ça, c'est au début. Ça, c'est au début. Et justement, après, on discute. Et finalement, à la fin, on se met d'accord sur une note. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette première réunion. Et donc, je pense que en tout et pour tout, on peut avoir des écarts en moyenne de 2 points en moyenne, mais c'est vraiment pas si inquiétant que ça quand on est dans cette réunion-là. Vous fonctionnez de la même manière, Laurent Paillet-Chevalier? Oui, bien évidemment. Et pour moi, l'acte de correction, j'ai beaucoup aimé ce qu'il vient de dire, notamment sur l'idée d'une tradition orale. Nous sommes des gens de tradition aussi en philosophie. Et je dis toujours aux élèves qu'une bonne copie est une copie qui fait penser. Donc, qu'est-ce que je note? Je note celui qui me fait penser. Est-il capable de problématiser? Y a-t-il un raisonnement? Y a-t-il des définitions claires? Me faire penser. Et une copie à 20 est une copie où je ne m'arrête pas, où la copie me fait penser, voire pense à ma place. Vous savez, quand on lit un bon livre, qu'est-ce qui se passe? On lit le roman et la chose coule comme ça, en quelque sorte de source. C'est pareil pour une bonne copie. C'est exigeant. C'est exigeant, mais certains y arrivent très bien, et un de vos collaborateurs, paraît-il, y est arrivé brillamment. Eh bien justement, on va parler précisément des sujets qui ont donné lieu sans doute à certains d'exprimer leur pensée, cette pensée fluide. On a sélectionné ceux qui ont été donnés, il n'y a pas de surprise là-dessus. Et on va donc commencer parce que le temps passe et on pourrait évidemment y passer la journée, voire plusieurs années sur chacun de ces sujets. Avons-nous besoin d'œuvres d'art? Voilà un sujet qui a été donné donc en terminale, bien sûr, puisque ça ne concerne... Ah oui, c'était une dernière question. Est-ce qu'il faut mettre de la philo avant la terminale? Laurent Paillet-Chevalier et Julien Aurillac. Et puis après, on passe au cœur du sujet. Déjà, elle est avant la terminale, parce qu'elle est déjà en HLP, qui est la réforme. Ensuite, si vous regardez bien le programme de nos collègues de français, il y a, par l'approche des humanités, une approche des grands thèmes de la philosophie. Mais il me semble, en tout cas, que l'acte de pensée vient avec une forme de maturité. Et que si on peut apprendre les prémices de l'acte de pensée, il faut quand même avoir un certain âge pour aborder certaines questions, certaines profondeurs. Et souvent, en recroisant d'ici de là d'anciens élèves ou même des adultes parlant de la philosophie, ils me disent souvent « aujourd'hui, j'aimerais en faire maintenant ». Comme si le temps de la maturité personnelle, anthropologique, attendait l'acte de pensée. D'accord, pas d'accord, Julien Aurillac? Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que vraiment c'est le bon âge, 16-17 ans. C'est-à-dire que on n'a pas encore pris une forme de rigidité dans ce qu'on considère comme étant le plus important dans la vie, etc. Donc c'est le moment où justement on est en train de former ça. Et en même temps, moi, ce que je dis à mes élèves, c'est que la philosophie a quelque chose de la clé de voûte de l'ensemble des enseignements qui ont été donnés. C'est-à-dire que quand on fait de la philosophie de la science, qui est un des 17 thèmes au programme en terminale, eh bien, si l'élève ne sait pas ce que c'est qu'un théorème, s'il n'a jamais fait de démonstration en mathématiques, s'il n'a jamais fait d'expérience en physique, il ne saura pas ce que c'est que la science. Quand on fait de la philosophie de l'art, si l'élève n'a pas une culture, qu'elle soit historique, littéraire ou en art plastique ou en musique, toute matière qu'on a au collège, eh bien, ça ne fonctionne pas. Donc en réalité, et puis je reviens aussi à cette nécessité de la langue. En fait, à 17 ans,
effectivement, on peut commencer effectivement à avoir une langue déliée et donc une pensée qui peut se délier. Voilà. Alors, sur ce premier sujet, avons-nous besoin d'œuvres d'art? Hier, on a pas mal jouté autour de la question de savoir s'il fallait des vitraux contemporains à Notre-Dame de Paris, ce qui a égayé notre conversation, sans nécessairement faire de rapprochement avec l'actualité. Quelle est la pertinence de cette question aujourd'hui? Comment l'abordez-vous? Laurent Payet-Chevalier. Je crois qu'il y a une petite erreur dans vos notes. Avons-nous besoin d'art et non pas d'œuvres d'art? Et d'ailleurs, le lapsus est extrêmement intéressant, puisque l'art contient l'œuvre d'art, mais ne se limite pas à l'œuvre d'art. On pense à l'art de la table, à l'art martial, etc., etc. Et donc, l'art ne peut pas être réduit simplement à l'œuvre d'art. L'art, qu'est-ce que c'est? C'est simplement l'ensemble des normes que l'on applique à un domaine particulier, passons à l'art de la médecine, afin de pouvoir le constituer comme une activité humaine spécifique. Et donc, avons-nous besoin d'art? Le sujet n'est pas avons-nous besoin d'œuvres d'art. Ce qui ne signifie Merci de m'avoir repris, franchement. C'est un plaisir. Là, j'aurais eu 0 là. C'est un plaisir de professeur de corriger un hors sujet comme ça immédiatement. Mais je sais que vous êtes brillant. Non, mais vous pas auriez du tout. pu, La preuve. Non, mais vous manifestez l'impérieuse nécessité, pour reprendre un petit peu un cliché, de lire le sujet. Exactement. Ça commence par ça. Julien Aurillac. Alors j'avoue que c'est avons-nous besoin d'art, donc je corrige les sujets de terminale générale, et donc celui-ci, je l'avais pas vraiment travaillé. Donc moi aussi, j'avais lu votre mail. Avons-nous besoin d'œuvres d'art? Bon, et personne ne m'a répondu pour me dire mais que oui, je m'étais trompé, exactement. Je suis pas allé vérifier. Je vous fais confiance. Alors sans dire que c'était une vérité convaincante. Confiance à un journaliste. Ah, c'est ça. Bon. Ce qui est intéressant avec ce sujet, je trouve, pour aller chercher la coïncidence des contraires, comme disait Nicolas de Cus, que vous avez cité, Laurent, belle phrase. L'art, c'est justement peut-être quelque chose qui... alors, je parle effectivement des beaux-arts dans ce sens-là, effectivement, dans un sens un petit peu plus précis que le mot art en général, qui effectivement est la traduction française du latin ars, qui est lui-même la traduction latine du grec techné. Et donc, effectivement, la définition que vous avez donnée, Laurent, elle est en fait... c'est la définition de l'art au sens de technique, au sens très général, qui inclut aussi l'artisanat. Maintenant, il me semble qu'en français, le mot art, contrairement au grec, a quand même un petit peu un implicite qui est qu'on parle des beaux-arts et qu'on ne parle pas d'artisanat, justement. Et donc, ce qui est intéressant avec les beaux-arts, c'est que ce sont des arts du beau, et que le beau, c'est justement quelque chose qui échappe au strict regard utilitaire porté sur les choses. C'est-à-dire que est beau ce dont, précisément, on n'a pas besoin, en fait, forcément. Et c'est-à-dire que j'ai besoin de manger le matin, mais si je n'écoute pas Beethoven ce matin, je ne vais pas tomber dans les pommes, forcément. Et les gens qui arrivent à tomber dans les pommes parce qu'ils n'ont pas écouté Beethoven sont des gens qui, quelque part, ont développé en eux une forme de besoin d'art, mais qui est quand même un besoin d'art très peu courant et peut-être très beau et très louable. Mais voilà, l'art, c'est un peu ce qui échappe à la sphère de l'utilité et donc à la sphère du besoin qui est en plus. Mais c'est un en plus. Ça veut dire qu'en intro, Junior Aurillac, il faut préciser qu'on retient cet aspect des beaux-arts et pas celui de l'artisanat. Alors ça peut être une introduction qui irait avec un problème. Chevalier qui conteste un peu cette... Mais après tout, c'est une vision des choses. On peut bien sûr restreindre, mais je pense qu'il ne faut pas le mettre comme une règle absolue de restreindre la signification des mots. Par contre, mon collègue a dit une chose extrêmement intéressante, c'est le rapport entre besoin et art. Art, artefact, artificiel, technique, besoin naturel. Donc là, il y a une tension, je pense, extrêmement intéressante. C'est le besoin d'art, au sens, avons-nous besoin de ce que nous faisons de nos mains et qui est du registre de l'artificiel? Et là, il y a peut-être un véritable problème, puisque d'une part, parce que oui, puisque vous et moi, nous sommes habillés, vous excellemment ce matin, et les vêtements que nous avons sur nous dépendent d'un art. L'art de se vêtir, l'art du veston, et peut-être même d'une œuvre d'art pour celles qui auraient des bijoux ou que sais-je. Et donc, oui, nous avons besoin, et on comprend bien qu'il y a un monde derrière. Nous habitons un monde par l'art. Mais en même temps, avoir besoin d'art, c'est cette tension entre l'artificiel et le naturel. Est-ce que ma vie, est-ce que ce que je suis a besoin d'art pour se maintenir? Voilà. Oui, donc c'est toujours cette tension qu'il faut bien exprimer dans la copie pour montrer que... En fait, le but, c'est de... j'essaie de me mettre à la place des gens peut-être qui nous écoutent et qui attendent la correction de leur copie, c'est de bien exposer les subtilités d'une pensée et de ne pas avoir réponse à tout. La question, c'est pas d'avoir une réponse à la question. La question, le sujet, c'est de poser la question convenablement. Alors,
Oui. Est-ce que vous attendez une réponse quand vous avez une copie? Oui. Oui. C'est-à-dire que, précisément, pour avoir une réponse, il faut avoir un problème. Si on a un problème qui finit en queue de poisson avec la désormais traditionnelle phrase après plusieurs milliers de copies corrigées, quelque chose du style on ne peut pas savoir, de toute façon, ma bonne dame, il n'y a pas de vérité, etc., une forme de démonstration de relativisme. À chaque fois qu'il y a une démonstration de relativisme, moi j'ai envie de mettre un trait rouge et de dire je ne peux pas lire après, puisque en réalité la copie de philosophie n'a qu'un seul sens, c'est de découvrir la vérité, peut-être difficilement, peut-être que ce ne sera pas une vérité définitive, peut-être que l'accord entre les phrases qu'on dit et la réalité sera perfectible, mais c'est l'étoile rectrice qui guide le travail d'une copie. Et donc finalement, quand on dit on peut pas, la copie doit s'arrêter en réalité. Donc peut-être qu'on n'arrivera pas à trouver la réponse, mais il faut la chercher. Mais l'idée, ce n'est pas de déployer les deux tableaux de la thèse, de l'antithèse, non? Alors, si je peux On parle de la dissertation ici. si je peux me permettre, thèse, antithèse, foutaise, parce que, imaginons que vous preniez un verre avec quelqu'un. La chose est très simple à comprendre. Vous dites, veux-tu un coca, pour pas faire de publicité? La personne vous dit oui et non. Et ben vous partez. Parce qu'elle a fait thèse, antithèse. Oui et non, je m'en vais. Moi, ce qui m'intéresse, et le collègue l'a encore dit de manière éminente, c'est d'abord de problématiser. Problématiser, c'est l'esprit qui saisit un sujet, qui saisit son fond, la chose dans sa limitation, dit Hegel. Mais ensuite, il faut me répondre. En grand 1, si je pense les choses ainsi, je donnerai cette réponse-là. Grand 2, aïe! Si je pense comme ça, le sujet m'échappe complètement. Mais alors, je suis courageux. Grand 3, je vais redéfinir les choses autrement pour tenir compte des deux moments et tenter de donner une réponse. La troisième partie est essentielle. Elle est essentielle. Et là où je suis d'accord, et c'est un élément de logique, on dit toujours en logique formelle, de la contradiction, on peut dire strictement ce que l'on veut et n'importe quoi. Donc, le relativisme est une contradiction dans les termes. Mais est-ce une consigne, pour le coup, donnée au professeur de mettre un trait rouge, comme vous le disiez à l'instant, Julien Auriac, sur toute démonstration, fausse démonstration de relativisme, en fait? Et est-ce que tous les professeurs attendent quelque chose de cette nature-là? Alors, ou est-ce que ça dépend strictement de vous? Réponse assez rapide, allez-y. Oui, je crois que le relativisme est une thèse étrangère à la philosophie parce qu'elle n'est pas une thèse. Par conséquent, tous les philosophes sont des gens qui sont des amoureux de la sagesse. C'est l'étymologie du mot philosophe. Or, que dit le relativisme? Le relativisme dit il n'y a pas de sagesse possible. Et donc, le relativisme, c'est un dégoûté de la sagesse. Et donc, c'est pas un philosophe, en fait. Donc il y a une dictature du relativisme, pour reprendre les mots de Benoît XVI. Non, je pense que justement le relativisme s'autodétruit dès lors qu'il est posé. Parce que si on dit une chose peut être vraie ou fausse, alors la chose contraire à cette phrase, à savoir que le relativisme est faux, eh bien cette phrase-là est vraie. Donc, mais c'est pourtant extrêmement répandu aujourd'hui. C'est-à-dire de dire c'est la vérité, en fait. Mais justement, on va venir à la question de la vérité. Tout le travail de nos collègues, c'est d'extirper ce préjugé de nos élèves. On fait tout ça. Pour le dire en deux mots, le doute, oui, mais jamais sans méthode. C'est la méthode aussi qui prime, bien sûr. Laurent Paillet-Chevalier et Julien Auriac, nos deux invités qui sont professeurs, qui enseignent et qui connaissent bien la philosophie. Notre avenir dépend-il de la technique? La vérité est-elle toujours convaincante? Ce sera deux questions auxquelles ils vont s'atteler dans quelques instants, après le point sur l'info de Cécile Mérieux à 9h30, comme chaque matin. Et on se retrouve juste après. En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu. Le divorce est souvent douloureux pour tout le monde, les parents comme les enfants. Alors comment épargner ses enfants quand on divorce? C'est tout simplement la question que je poserai à mes invités dans cette émission En quête de sens. Chaque jeudi, Paris Notre-Dame vous informe sur l'essentiel de la vie de l'Église catholique à Paris et vous propose des pistes de réflexion et d'engagement. Cette semaine, dans Paris Notre-Dame, retrouvez notre numéro spécial Ordination avec les portraits des 16 futurs prêtres qui seront ordonnés à Notre-Dame le 28 juin. Abonnez-vous au journal du diocèse de Paris en appelant le 01 78 91 92 04 ou en allant sur le site internet paris.catholique.fr. Bonjour, c'est Bruno Courtois, directeur de RCF Notre-Dame. Comme moi, vous avez été ému et heureux de découvrir le visage de notre nouveau pape Léon XIV. À Rome, à Paris, à Lyon et dans toutes les radios du réseau, nous sommes mobilisés pour décrypter pour vous et avec vous les enjeux de l'Église, les chantiers à venir et toutes les raisons d'espérer. Soutenez-nous financièrement et n'hésitez pas à parler de nous autour de vous. C'est important car plus que jamais, la voix des radios chrétiennes est attendue. Envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, à Paris dans le 14e ou via notre site ou notre application. Merci beaucoup. Radio Notre-Dame, restez avec nous.
9h30, un point sur l'info. Cécile Mérieux, bonjour. Bonjour. Guerre entre l'Iran et Israël. Les États-Unis ne dévoilent pas leur plan d'action. Donald Trump décidera d'une éventuelle participation américaine aux frappes d'Israël contre l'Iran au cours des 2 prochaines semaines. Les ministres des Affaires étrangères britanniques, français et allemands se rendent en Suisse aujourd'hui pour rencontrer leur homologue iranien. L'armée israélienne dit avoir bombardé des dizaines de cibles à Téhéran dans la nuit, notamment ce qu'elle a qualifié de centre de recherche et développement du projet d'armes nucléaires iranien au 8e jour de la guerre entre l'Iran et Israël. Giorgia Meloni promeut son plan Mattei lors d'un sommet à Rome, coprésidé par Ursula von der Leyen. Un plan qui mobilisera 5,5 milliards d'euros pour des initiatives éparpillées sur 14 pays. Il entend limiter l'immigration venant d'Afrique en aidant économiquement le continent, tout en y étendant l'influence de l'Italie. De l'autre côté de la Manche, la loi visant à légaliser l'aide médicale à mourir revient aujourd'hui devant les députés britanniques pour un second vote à haut risque. Les débats du premier tour ont été intenses. Le texte initial a été très largement amendé. La France subit sa première vague de chaleur de l'année. Avec des températures supérieures à 35 degrés, Météo France a placé en vigilance orange canicule 16 départements, majoritairement situés dans l'ouest. Le pic est attendu demain sur l'ensemble du pays. Les vagues de chaleur précoce s'intensifient depuis le 21e siècle. Leur fréquence s'inscrit dans la logique du réchauffement climatique, indique Météo France. L'enseignement catholique et ses parents d'élèves ont annoncé hier une série d'engagements pour renforcer la protection des élèves au sein de leur établissement. Un positionnement à quelques jours de la publication du rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les violences à l'école. Ils promettent une écoute des victimes plus accessible et veulent, je cite, « assumer lucidement le passé et construire un avenir pour les élèves ». Merci Cécile Mérieux. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. En présence de Laurent Paillet-Chevalier et de Julien Auriac, notre avenir dépend-il de la technique ? Je ne vais pas commencer à fausser le sujet, j'ai déjà fait une fois. Donc pas de bis repetita. Notre avenir dépend-il de la technique ? C'est un sujet du bac philo et on explore pendant une petite demi-heure quelques-unes de ces thématiques qui ont été soumises aux lycéens de terminale. Alors comment aborder cette question ? Est-ce qu'il faut, Julien Auriac, décortiquer chaque mot ? L'avenir, qu'est-ce que c'est ? Dépendre, qu'est-ce que c'est ? Technique, qu'est-ce que c'est ? Oui, il faut toujours faire ça. C'est-à-dire qu'on demande à penser, donc il faut effectivement essayer de déterminer les termes du sujet. Parce qu'effectivement, la technique, ça peut être à la fois un processus ou un ensemble de choses qui sont produites par ces processus. Dans ce cas-là, on pourrait parler d'un monde des artifices, en fait, qui serait souvent quand on dit la technique, d'ailleurs, c'est ça qu'on a en tête. C'est nos iPhones, nos voitures, nos avions, etc. Le monde des objets artificiels. Effectivement, on peut distinguer l'avenir du futur. Se dire que l'avenir, c'est ce qui peut advenir, justement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de moins déterminé dans l'avenir que dans le futur. Parce que le futur, alors c'est quelque chose qui me passionne, mais je suis pas certain que ça passionne tout le monde, mais c'est une forme grammaticale latine, à l'origine futurus, qui est en soi un participe futur. Il se trouve que d'un point de vue grammatical, on est obligé de dire... Enfin, voilà, c'est pour ça que je trouve ça génial. Enfin bon, bref. Ce que ça veut dire, c'est que le participe futur, c'est ce qui va se produire. Et donc de manière avec une nuance de certitude. Et donc le futur est plus déterminé que l'avenir. Or, ce sujet nous invite à nous poser la question du caractère indéterminé de l'avenir, justement. Et dépendant de la technique, justement. Alors là, effectivement, il va falloir qualifier cette dépendance. Est-ce que c'est une dépendance morale ? Est-ce que c'est une dépendance automatique ? Est-ce que c'est la technique, par exemple, de la science-fiction ? Qui est en soi un art ou un artisanat. On construit des récits qui vont nous permettre de faire exister certains avenirs. Et on peut considérer, par exemple, que les scénarios du GIEC, du groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, qui sont des scénarios divers, qui vont de un réchauffement de 1,5 degré à la fin du siècle ou jusqu'à 5 degrés. Ce sont des projections qui sont réalisées via des modèles climatiques qui sont en soi la réalisation de multiples techniques. Et donc là, ce serait une sorte de petit traitement un petit peu original du sujet, mais qui, à mon avis, est extrêmement important. Comment est-ce qu'on fait exister les besoins des générations futures dans notre tête ? Parce que, en fait, l'avenir n'existe pas. C'est précisément quelque chose qui est absent, qui n'est pas présent. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à le rendre présent ? Précisément par la technique de la science-fiction, de laquelle il dépend. Laurent Paillet-Chevalier, la dépendance, c'est toujours quelque chose... Il y a une connotation négative à la dépendance ? Je ne crois pas. Dépendre, en fait, a 3 sens. D'accord ? Dépendre de... D'abord, c'est un sens qu'on connaît bien chez nos amis cathos, puisque c'est le sens de la règle de Saint-Benoît, la discrétion. Ça dépend de toi.
Quand je dis ça dépend de toi de faire des efforts, etc. Il y a une forme de discrétion, c'est-à-dire ce que je vais assumer moi-même pour pouvoir faire la chose selon mes capacités. Dépendre, premier sens. Deuxième sens du verbe dépendre, on le connaît aussi très bien dans l'expérience humaine, c'est la dépendance. Mamie est dépendante, elle dépend de moi, mes enfants dépendent de moi. Il y a ce rapport de nécessité. Troisième sens, qui est un sens plus latin, cette fois-ci, prendre depuis. Dépendre, prendre depuis, prendre de. Et je pense que là, on peut d'abord questionner la technique ou le sujet selon ces trois aspects, sans oublier qu'il s'agit de notre avenir et non pas de mon avenir. C'est-à-dire que l'avenir est toujours pris là, bien sûr, ad venat, ce qui vient de là-bas et que je ne maîtrise pas, mais collectivement. Donc ça donnerait peut-être quelque chose du genre, est-ce que notre avenir dépend de la technique, au sens, est-ce que c'est à la discrétion de la technique ? C'est à la technique qui va suivre son chemin et faire ce qu'elle qui nous échappe. Qui nous échappe, et donc elle va faire advenir des choses, bon an, mal an. Et donc notre avenir dépend-il au sens là de la discrétion, c'est-à-dire que la technique va assez discrètement, voilà, c'est elle qui gère, je regarde pas trop, je comprends pas, comme quand un enfant joue sur un téléphone, il sait pas très bien qu'est-ce qu'il y a derrière. Ou bien est-ce qu'il faut renverser le sujet en se demandant si ce n'est pas la technique, ne dépend pas de la technique au sens de la dépendance. Ben c'est pas la même chose. C'est-à-dire que je suis dépendant, je peux pas faire sans, je peux plus faire sans. Le premier sens donne peut-être une idée de surprise. Tiens donc, qu'est-ce qui va arriver avec cette IA ? On est un petit peu joyeux. Puis d'un coup, on est pris d'angoisse. Mais oui, mais est-ce que c'est moi qui vais dépendre de cette IA au sens de la nécessité ? Et puis peut-être un grand 3, prendre depuis. Qu'est-ce que je peux faire avec ? Prendre de. Qu'est-ce que je peux faire de la technique ? C'est-à-dire la technique, un peu comme dirait Hegel, comme une réalisation de l'esprit que je vais moi-même utiliser en vue d'autre chose. Et là, la liberté revient. La main mise sur mon avenir revient. Julien Auriac. Moi, j'aime bien commencer à réfléchir sur un sujet via un exemple. Et en fait, en réfléchissant à ce sujet, je me dis, effectivement, il y a cette idée sous-jacente de l'autonomisation de nos réalisations techniques qui prennent leur envol, malgré nous. Et il y a un film que j'invite nos auditeurs à regarder parce que c'est un film des années 80. Il s'appelle War Games. En fait, c'est une première histoire de piratage informatique il y a très longtemps d'un jeune adolescent qui en fait joue à pirater des ordinateurs. Alors ça passe par le téléphone, ne serait-ce que pour l'histoire du piratage, c'est assez marrant. Et il se trouve qu'il finit par pirater un ordinateur qui se trouve être le super ordinateur qui commande les têtes nucléaires américaines. Et en fait, il pense déclencher un jeu, mais il déclenche potentiellement une guerre nucléaire. Et pourquoi est-ce que les Américains en sont venus à confier la gestion de leurs armes nucléaires à un ordinateur automatique ? Eh bien, il y a une scène qui est fascinante au début du film. C'est deux soldats américains, alors peut-être ils sont dans l'Alaska ou dans un silo de missiles intercontinental à tête nucléaire. Et en fait, ils font un exercice. Et là, ça sonne, ils sont dans leur silo, dans leur bunker, et ils doivent tous les deux enclencher une clé qui va tirer le missile qui va potentiellement déclencher la fin du monde. Et on ne nous dit pas que c'est un exercice. Et en fait, on voit que les deux êtres humains discutent et en fait décident de ne pas le faire. Et l'un essaie de tirer sur l'autre, mais ils ont besoin d'être deux pour enclencher les clés. Et donc finalement, l'humain met en danger la dissuasion nucléaire. Alors que le robot, lui, ne le met pas en danger, ne la met pas en danger. Et c'est pourquoi les Américains décident à la suite de cet épisode, dans le film, de mettre en place une gestion automatisée de leur tête nucléaire, précisément pour mettre le facteur humain de côté. Et parce que, comme disait le philosophe américain Gunther Anders, l'homme est une faulty construction. Alors il cite un général de l'armée de l'air américaine quand il dit ça. C'est une construction défectueuse. Quand l'avion va trop vite, en fait, le problème au bout d'un moment, c'est le pilote. Parce qu'il ne suit plus. Et on a vu au Salon du Bourget, une tentative de droniser certains avions, ce qui est vraiment une forme de réalisation des prophéties de Gunther Anders, qui, lui, écrit en 1956, L'obsolescence de l'homme, ou 53, je ne sais plus. Voilà, donc le sujet, il tourne autour de ça, en fait. Est-ce qu'on veut confier, en fait, notre avenir à la technique pour en faire un futur, en réalité, puisque tout est prédéterminé algorithmiquement. Alors, en même temps, ça peut partir complètement en vrille parce que si en face vous avez aussi une IA qui gère les têtes nucléaires, si ça se trouve un oiseau passe dans le ciel et puis c'est interprété et puis en fait c'est la fin du monde et ça se fait en 3 secondes sans que personne n'y comprenne rien. L'idée d'un sujet de philo, c'est toujours d'éveiller la conscience d'une génération à des problématiques qu'elle peut rencontrer. Alors là, la technique, on suppose que c'est quelque chose d'assez prégnant aujourd'hui et de naturel. On parle même du portable comme étant un prolongement de l'organe naturel. C'est ça l'intention dans les choix des sujets de philo ? Non, je ne crois pas. Je crois que la pensée a toujours quelque chose d'inactuel. Voyez-vous,
quand on pense bien quand on pense librement. Pensons aux rêveries du promeneur solitaire, notre ami Rousseau ou autres. Et je pense que nos méditations personnelles, assis devant un coucher de soleil, nos pensées sont meilleures que dans le stress d'une rédaction peut-être. Mais donc, l'idée, c'est que la pensée est toujours inactuelle. Et ce qui est beau, je crois, avec l'activité de la pensée, c'est que la pensée, parfois inactuelle, éclaire le quotidien. Cette méditation que j'ai eue un jour par hasard sur un quai de gare alors que j'attendais un train qui n'arrivait pas a peut-être bouleversé ma vie de façon plus forte qu'une méditation universitaire penchée sur un texte du IVe siècle. Et donc peut-être qu'il faut là encore être nietzschéen et admettre qu'il y a quelque chose de profondément inactuel dans la pensée et de toujours vouloir coller à l'actualité, de toujours vouloir coller aux faits et peut-être une négation même de l'acte de pensée. Donc on n'attend pas de l'élève qu'il fasse systématiquement référence à des éléments d'actualité. Oui et non, puisque on ne pense pas non plus hors contexte. On pense toujours dans un contexte et dans un cadre. Et donc, il y a toujours une réalité qui est là. Certains philosophes appellent ça le moment pré-philosophique. Même chez Platon, on le voit très bien. Donc, bien évidemment. Mais peut-être qu'il ne faut pas surcharger la pensée du quotidien pour pouvoir penser le quotidien. Prenons notre ami le père Henri de Lubac. Le pensait très bien. La pensée de l'occasion, disait le père de Lubac en reprenant Proudhon. La pensée de l'occasion. L'occasion me donne de penser, mais je ne pense pas l'occasion. Elle me donne l'occasion de penser. La vérité est-elle toujours convaincante ? C'est un autre sujet qui nous interpelle particulièrement. Cette question de la vérité, on sait la fameuse question de Pilate, qu'est-ce que la vérité ? Qu'est-ce que la vérité d'ailleurs ? Ça serait une question. Et d'ailleurs, mérite-t-elle d'être définie ? Et j'imagine que le sujet, évidemment, commande de s'aventurer sur ce terrain-là. Et puis celui de la conviction convaincante, qu'est-ce que ça veut dire convaincant, et le toujours, évidemment, qui compte, l'adverbe étant important. Julien Auriac. Alors, pour revenir un petit peu sur ce qui a été dit, je crois que justement, sur un tel sujet, il ne faut pas être nietzschéen. En fait, on a, nous, professeurs de philosophie, je crois, une certaine responsabilité à l'égard des théories du complot en France. Parce que un lycéen qui arrive en début de terminale entend souvent, depuis longtemps, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, avec toutes ces versions parfois un petit peu apocryphes de la citation de Socrate. Et finalement, on se dit, en sortant de son année de terminale, en lisant Descartes, en disant qu'il faut douter de tout, ensuite pour pouvoir tout reformuler de manière absolument certaine, de manière évidente et claire. Bref, à la fin d'une année de terminale, il est possible que le lycéen ne croit que ce dont il a réussi lui-même à se convaincre parfaitement. Autrement dit, croire, tenir pour vrai. Il y a ce risque que dans une année de philosophie, nous disions à nos élèves, développez votre esprit critique. Mais je crois que ce qui est extrêmement important dans notre époque, et j'avoue humblement aimer le rapport quand la philosophie se nourrit de tout ce qui n'est pas elle, et entre autres de l'actualité, parce que c'est ce qui quand même, je crois que l'actualité nous requiert aussi, elle requiert un peu la philosophie. Bon, ce petit développement un peu complexe pour dire que la vérité est-elle toujours convaincante ? La vérité, c'est l'adéquation entre un discours et la réalité. Cette adéquation-là n'est pas, malheureusement, toujours persuasive. C'est-à-dire qu'elle n'emporte pas facilement l'assentiment. La vérité n'est pas toujours tenue pour vraie. Et parfois, la vérité est plus difficilement tenue pour vraie que le faux. Et elle est incroyable. Et justement, tout le sujet nous invite à penser la question des moyens rendant la vérité crédible, justement. Tout ce qui l'accompagne. Donc, effectivement, c'est la rhétorique, c'est les démonstrations, c'est la logique, l'art du raisonnement, etc. Et je crois qu'il y a vraiment une actualité de ce sujet-là, parce qu'il y a aussi quelque chose qui rend la vérité crédible, c'est la confiance qu'on a envers celui qui l'a dit. Mais ça veut dire, Julien Auriac, qu'il fait jour à midi, c'est une vérité, mais vous en avez qui ne croient pas à cette vérité. Alors, c'est-à-dire que la vérité n'est pas convaincante d'elle-même. Exactement. Elle ne saute pas aux yeux. Alors, je prendrais des exemples plus scientifiques. Ce vaccin-là a un rapport coût-bénéfice qui est positif pour un individu de 20 ans. C'est un énoncé. Pour savoir si cet énoncé est adéquat à la réalité, il faut faire un ensemble d'expériences. Il faut avoir une méthode. Il faut s'y connaître. Dans la biologie, etc. Moi,
citoyen normal, je ne peux pas faire tout ça. Il faudrait que j'y prenne 10 ans et je ne suis même pas certain d'avoir les capacités pour développer toutes ces compétences-là. Donc, je suis obligé de faire confiance. Et donc là, je suis obligé d'être persuadé par le scientifique. Je suis obligé de faire confiance. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais insister parce qu'il me semble que souvent, on sort d'un cours de philosophie de terminale en se disant en fait, il faut tout remettre en question. Et vous voyez, c'est ça qui nous met dans une époque de la post-vérité en un sens, puisque à force de vouloir chercher des vérités qu'on tiendrait pour absolument convaincantes, on finit par refuser toute croyance et finalement toute vérité. Et on se dégoûte de la vérité, d'une forme de scepticisme, de relativisme qui avilit ce qu'il y a de plus beau en l'être humain, quoi. Laurent Payet-Chevalier. Alors moi, j'aimerais filer la question que vous posiez tout à l'heure avec notre ami Jésus. Quid est veritas? Jésus ne répond pas à Pilate, mais si nos auditeurs, je crois qu'ici, l'ont peut-être parcouru, lisent les évangiles, il répond ailleurs. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Sans être théologien complètement, mais... On ne peut pas mettre ça dans une copie de philo. On ne peut pas, mais peut-être que là, c'était pour faire penser nos auditeurs à partir des références que vous avez vous-même données. Et là, on peut déjà s'imaginer qu'il y a une vérité qui se manifeste d'elle-même à celui qui peut la voir. Et cette vision est celle de Platon. La vérité comme étant déjà constituée, on parle d'une visée platonicienne, en téléchimie, peu importe, la visée de la chose. Et donc, à ce moment-là, elle est convaincante d'elle-même, la vérité. Parce que je la vois, mais ça dans notre expérience ordinaire, une vérité qui est déjà constituée et qui se manifeste à moi comme étant toujours convaincante, pensons à la vérité de l'amour. Il y a des choses qui sont là, je le vois, et c'est le cas, c'est toujours convaincant. Et justement, c'est le toujours convaincant que l'on peut discuter. Parce que convaincre, c'est pas persuader, on est d'accord. Mais quand je dis convaincre... La différence? Persuader, c'est l'émotion, c'est comme ça. Mais convaincre, on me dit que c'est la raison. Mais pas la raison uniquement. La conviction me fait quelque chose. Il y a mon sentiment qui s'y attache. Elle me fait quelque chose. L'effet que cela fait que de constater que c'est la vérité. Telle est la conviction. Et en cela, toujours convaincant, les choses sont convaincantes quand je les entends qu'une fois. Pensons à un vendeur de voitures. Nul opprobre sur aucune profession. Qui me vendrait une voiture. Je suis convaincu que c'est la bonne. Mais quand j'y pense à son raisonnement, comme disait le collègue tout à l'heure, quand je refais peu à peu le schéma des déductions, mais il m'a arnaqué ce monsieur. Et donc en fait, le toujours convaincant, c'est le toujours qui est douteux. Parce que quand j'ai le temps d'y réfléchir, quand j'ai le temps d'y penser, c'est pas toujours convaincant. Donc ça veut dire que la vérité peut se présenter sous les atours du mensonge? Oui, et bien évidemment, parce que finalement, c'est une question, là encore, de méthode. Et pour le grand 3, justement, moi je serais allé du côté kantien, la vérité, exactement ce que disait le collègue, la vérité est toujours convaincante, puisque c'est moi, à proprement parler, qui l'a construit. Et j'en connais le chemin, le dédale, c'est les regulae per directionem ingeni de Descartes. Je connais le chemin de ma raison pour aller vers la vérité, et donc je sais ce dont il s'agit. Julien Aurillac, sur cet échange autour de la vérité. C'est vraiment pas... justement, je crois que Descartes, dans ses Regulae, nous met vraiment au cœur du problème, hein, puisqu'il n'accepte pour vrai que ce dont il s'est par lui-même convaincu. Et je crois qu'on est au cœur du problème, parce que dans ce cas-là, on n'accepte jamais aucune vérité scientifique, un tant soit peu complexe, pour vrai. Hein, puisque ce que notre société complexe nous demande de croire, nous ne pouvons jamais le démontrer, nous n'avons jamais le temps de le faire. Et donc c'est pour ça qu'il faut absolument sortir de Descartes, qui à mon avis est vraiment un très mauvais auteur sur la vérité. Vraiment, hein, je crois que on souffre de sa prégnance. Alors, quand on dit très mauvais auteur, c'est un auteur génial. Hein. En philosophie, un auteur qui dirait quelque chose de faux de manière admirable doit être étudié, parce que c'est par lui qu'on va au vrai. Hein. Donc Descartes, attention, je l'ai. Donc c'est par le faux qu'on va au vrai. Ben, c'est-à-dire que c'est par la négation du faux qu'on peut être certain de la vérité, parce que sinon on touche à la vérité par hasard. Mais c'est quand on a réfuté tout ce qui se présente comme une vérité possible, comme à peu près convaincant, qu'on arrive à être absolument convaincu de la vérité, la proposition qu'on tient. C'est celle qui résiste. La foi est un défi à la vérité? C'est un obstacle à la vérité, ou c'est... Non, c'est pas contradictoire. D'abord, là, vous me forcez à faire du Lubac, mais les choses ne sont pas différentes. Hein. Reprenons au surnaturel de notre ami le père de Lubac. Les choses ne sont pas opposées. Il faut distinguer, comme le fait Fides et Ratio, vous savez, grande encyclique de Jean-Paul II, rédigée par mon ami André Mussien-Léonard et Ratzinger. L'idée fondamentale, c'est que la raison va au bout d'elle-même. Mais il ne faut pas oublier que la raison allant au bout d'elle-même, si on a la foi, est confrontée à un élément que l'on appelle la révélation. La révélation n'est pas un
démontrable. Mais la révélation est ce par quoi ou avec quoi nous pensons. D'ailleurs, puisque ce sont les 1700 ans du concile de Nicée, hein, la grande proclamation de Nicée, la foi de Nicée est un acte de la raison éclairé par la révélation, dans la tradition. Et donc, qu'est-ce qui vous fait dire ça, que c'est un acte de la raison? Parce que simplement, nous avons discuté la querelle avec les Ariens. Le Christ était-il Dieu, était-il homme, etc. Alors, je ne reviendrai pas là en quelques minutes sur toutes les querelles autour de Nicée, mais à partir d'un élément donné de la révélation. Et si on regarde les textes aux alentours, hein, avec les grands champions de Nicée, on voit qu'ils travaillent les textes déjà reçu du Nouveau Testament, la foi reçue des apôtres, il la travaille, mais avec la rationalité qui est une rationalité grecque. Donc, pas d'opposition. Il nous reste un sujet que l'on va traiter, qui n'était pas donné par l'Éducation nationale sur cette session de 2025 du bac de philosophie. La guerre juste, la notion de guerre juste doit-elle être repensée? Je pensais que la question justement de la guerre était aujourd'hui... j'allais dire, c'est un contexte d'actualité qui nous permettait peut-être d'explorer cette notion à laquelle beaucoup de chrétiens se réfèrent, qui est déjà assez ancienne, hein, qui remonte à Saint-Augustin, Saint Thomas d'Aquin, qui a été précisée dans le temps, qui peut-être aujourd'hui est un petit peu périmée ou doit être revisitée. Qu'en pensez-vous, Julien Auriac et Laurent Paillet-Chevalier? Julien. D'abord sur les bornes, je crois que ça commence déjà chez les Grecs, même si la notion n'est pas forcément théorisée. Il y a un vocabulaire commun, comme le note Michael Walzer, donc philosophe américain de fin du XXe siècle, qui a écrit un maître ouvrage sur la question de la guerre juste. Comme il le note, en fait, il y a un vocabulaire partagé, c'est-à-dire que quand les Athéniens décident d'envahir une île qui est censée être neutre et qui est Mélos, et pour éviter justement qu'elle finisse par être envahie à son tour par Sparte, etc., en fait, ça produit quelque chose comme un choc moral de la part de ceux qui commentent l'affaire. Donc, cette notion de guerre juste, globalement, elle date d'avant le christianisme, en fait. Elle est liée à l'humanisme. Il se trouve qu'effectivement, le christianisme va lui donner un poids important, notamment avec la théorisation scolastique au XIIIe siècle. Mais ensuite, elle va, tout au long de la deuxième partie du XXe siècle, s'échapper complètement de tout ça. Et finalement, son lieu propre, ça n'est pas une église, c'est l'humanité, la doctrine de la guerre juste, puisque en fait, elle se confond avec une forme de morale universelle qui est globalement partagée. On ne tue pas un civil qui n'est pas impliqué dans un conflit, qui est non combattant. On discrimine entre les cibles militaires et les cibles civiles. On emploie la force de manière proportionnée. La guerre juste, c'est celle qui est réactive ou qui est défensive. Hein. Elle peut être proactive, elle peut être réactive, ou elle peut être justement en temps réel. Mais en tout cas, elle est toujours défensive. C'est toujours celui qui se défend qui mène une guerre juste. Donc, quelque part, la guerre juste suppose toujours, de l'autre côté, une guerre injuste. Mais une agression peut toujours être habillée sous les oripeaux de la défense. Exactement, c'est tout le problème de la guerre juste, c'est entre une guerre juste, réellement, et une guerre justifiée, qui aurait comment dire, l'apparence d'être une guerre de défense. Mais enfin, quand même, pour prendre un exemple récent, quand Vladimir Poutine achève, je dirais, les opérations, ou poursuit de manière plus officielle les opérations en Ukraine en 2022, en février 2022, et qu'il dit qu'il va se défendre contre le nazisme, que l'un de ses principaux lieutenants de propagande dit qu'il s'agit d'un nazisme trans et LGBT, là, vous voyez qu'on a des justifications qui sont complètement hallucinantes. Donc, effectivement, la deuxième victime de la guerre, après tous les gens qui y meurent, c'est la vérité. Et donc, il y a tout un devoir de mener une recherche approfondie pour savoir si ces causes qu'on nous avance comme étant légitimes le sont réellement. Voilà. Et donc, là, c'est l'affaire des journalistes, vous voyez aussi. Laurent Paillet-Chevalier. Alors, pour moi, il n'y a aucune guerre juste, hein, si je puis me permettre, et je vais l'expliquer en problématisant. Si on entend juste comme un idéal, ceci est juste, etc. La guerre n'est qu'un moyen, et un moyen ne peut jamais être mis au rang d'une finalité. Donc, c'est pas possible. Si maintenant on entend juste au sens plus courant, c'est-à-dire c'est bien de faire ça, c'est juste de faire ça, tu as raison de faire ça. Ce juste est toujours contextualisé. Et dans ce cas-là, on pourrait vouloir dire la guerre est juste parce que je peux pas faire autrement. Mais je me rabattrai là sur la position de Rousseau au premier livre du Contrat social, qu'il évoque un peu, et surtout de notre ami Pierre-Joseph Proudhon, dont c'est une de mes spécialités, c'est que la guerre détruit.
Et c'est déjà un élément qui donne à Karl Marx sur la révolution, la grande dispute qui est entre Proudhon et Marx. Et il dit, je refuse la révolution par armes, puisqu'en détruisant les moyens de production, ils détruisent finalement la possibilité de l'existence humaine. Et je crois que de façon radicale, et si ma mémoire est bonne, ce fut la position de notre ami le pape François, il faut radicalement affirmer qu'aucune guerre ne peut être juste au nom de la condition d'existence des hommes. Et je crois que la guerre a affaire avec cette histoire ou ce concept de violence ou la réalité de la violence. Et s'il y a la guerre, c'est qu'il y a échec d'autre chose. On peut ne pas être d'accord, il peut y avoir des difficultés terribles, même entre les nations. Mais il ne faut jamais oublier, et puis là c'est encore Joseph Proudhon qui parle en moi, que c'est toujours le pauvre qui, en dernière ligne, vit la guerre, et jamais ses dirigeants. Eux sont dans des bunkers, l'autre sont dans les tranchées. Et je crois que de façon radicale, l'histoire de la guerre que nous avons vécue en Occident doit nous pousser à dire qu'il n'y a aucune guerre juste. Si la guerre se fait, elle doit se faire toujours en dépit de bonnes raisons et du bon vouloir. Mais je résiste, moi, fondamentalement à l'idée d'une guerre qui pourrait être... Est-ce que la question de la technique nous oblige à repenser la guerre ? L'arme nucléaire en particulier, le fait que l'humain peut-être prend davantage ses distances avec le contact direct. Il n'y a plus de baïonnettes sur les champs de bataille normalement. Alors, cette question m'intéresse beaucoup, mais je veux dire... Allez-y, alors répondez. On verra si on a le temps. Je suis pas sûr qu'on ait le temps de tout dire. C'est pas grave. Bon, si on vous suit, s'il n'y a jamais de guerre juste, et vous avez fait mention de notre histoire européenne, il faudrait que je vous réponde en allemand, en réalité, puisque les Britanniques ont mené une guerre juste, c'est-à-dire qu'elle l'est dans ce qui la motive prioritairement. Elle peut cesser de l'être lorsqu'elle est menée, c'est-à-dire qu'on peut effectivement se dire que certains bombardements de villes qui touchent beaucoup de civils étaient immoraux localement, mais l'esprit de cette guerre contre le nazisme, une guerre de résistance face à une agression injuste d'un pays absolument injuste, à mon avis, c'est un fait qui invalide ce que j'ai entendu sur Rousseau et sur Proudhon. C'est-à-dire que dire qu'il n'y a pas de guerre juste, comme le pape François 2 mois avant que l'Ukraine se défende contre la Russie, c'est une erreur. Voilà. Et je ne crois pas qu'il ait impliqué le dogme de l'infaillibilité pontificale là-dessus, mais je crois que l'humanisme nous oblige, et la philosophie nous oblige à ne pas être d'accord avec un pape parce qu'il serait le pape, mais à être d'accord parce qu'on comprend ce qu'il dit. Et véritablement dire que la guerre serait toujours injuste en disant que la guerre, ça fait des morts. Oui, c'est vrai, évidemment que la guerre, c'est ce dont il faudrait se passer. On est tous d'accord pour dire que la guerre, c'est pas bien et c'est pas drôle. Mais en revanche, de temps en temps, c'est nécessaire. Merci beaucoup. On va vous laisser sur vos copies corrigées. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été présents ce matin pour nous parler de ces copies de philo. À travers les intitulés de ces sujets, notre avenir dépend-il de la technique? La vérité est-elle toujours convaincante? Avons-nous besoin d'art? Et puis, cette extrapolation autour de la guerre juste qui doit être repensée. Merci donc à Julien Auriac, professeur de philosophie qui enseigne chez les Maristes de Mézieux en région lyonnaise, qui a créé le podcast Pentobarbital dédié aux enjeux éthiques. Et Laurent Paillet-Chevalier, qui enseigne à Notre-Dame de Grandchamp à Versailles, diplômé en lettres modernes et en théologie et en philosophie, spécialiste de philosophie politique.